Le mental, tel que défini dans le dictionnaire, se réfère aux processus mentaux qui se déroulent dans l'esprit sans pour autant nécessiter d'expression écrite ou orale. Il est lié aux fonctions intellectuelles et au psychisme. À mesure que les limites physiques de l'humain émergent, le mental devient de plus en plus crucial. Cependant, c'est un aspect très souvent négligé dans le monde du sport et surtout dans le monde du football. Lorsqu'on parle des aspects du footballeur en général, on a très souvent tendance à évoquer les aspects physiques, techniques et tactiques, mais l'aspect mental est un aspect qui est très souvent négligé. Mais quelle place occupe le mental dans le monde du sport en général et surtout dans le monde du football? Et surtout, quel impact celui-ci a sur la performance du joueur? Pour reprendre à la question, nous allons prendre le mental aux côtés des aspects qu'on a précédemment cités. Ça veut dire les aspects physiques, techniques et tactiques du joueur. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas d'études qui expliquent clairement la dominance d'un des aspects cités par rapport à l'autre. Cependant, d'après des données empiriques, le mental représente 40% des performances d'un joueur contre 30% pour la technique et le physique. Alors, ce sont des données à prendre avec des pincettes, puisque le football reste quand même un sport multidimensionnel. N'empêche que le mental est très souvent négligé dans l'équation. Pourtant, c'est la composante essentielle pour pouvoir réussir au plus haut niveau. C'est clairement ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Combien de fois vous avez vu, et aussi pourquoi pas dans votre entourage, des joueurs qui sont extrêmement talentueux, qui sont très forts techniquement et aussi physiquement, mais qui n'arrivent pas à percer au plus haut niveau? Vous vous demandez pourquoi est-ce que cette personne ne réussit pas, et vous avez vu des joueurs plutôt moyens, pour ne pas dire lambda, réussir au haut niveau. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est surtout l'aspect mental. C'est ce qu'on ne voit pas au quotidien. C'est le travail au quotidien, le dépassement de soi et surtout la discipline. Ce sont tous des aspects liés au mental. Ça, c'était sur un aspect individuel. Maintenant, prenons le mental sur un aspect collectif. Combien de fois nous avons vu des petites équipes de National 2, voire National 3 battre des équipes de Ligue 1. On prend le même cas dans d'autres championnats également, bien sûr, mais combien de fois on a vu ça dans les matchs de coupe? Pourtant, les grosses écuries sont très certainement plus performantes, plus fortes que ces petites équipes-là sur le plan technique, largement sur le plan physique, puisqu'ils s'entraînent tout le temps, tous les jours, et aussi sur l'aspect tactique. Là, il n'y a même pas de concurrence, il y a un gouffre énorme. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux équipes-là? C'est surtout les dispositions mentales des deux équipes. Alors, pourquoi je vous prends cet exemple? C'est aussi et surtout pour vous montrer à quel point le mental est très important, mais très souvent négligé dans les calculs des joueurs professionnels pour exceller, pour devenir encore meilleur, ou même des joueurs pour devenir footballeurs professionnels. Alors on va parler de l'aspect du mental vu par des footballeurs professionnels. Nous avons Fernando Menegaso qui disait: quand on parle de mental, c'est toujours de confiance qu'il s'agit. Un joueur de football doit être sûr de lui-même. Quand j'ai fait mon essai au Brésil, l'entraîneur m'a dit que pour réussir, je devais me dire que j'étais meilleur que les autres et que sinon je n'y arriverais pas. On sait que l'on va rencontrer quelqu'un de plus fort, mais dans la tête, on doit se dire que l'on va le battre. Tu peux avoir 3 psychologues derrière toi qui te disent que tu es fort, mais c'est sur le terrain avec tes jambes et ton cœur que tu y arrives. Cela me fait clairement penser aux propos de Kylian Mbappé qui disait ceci. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano, et c'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur, parce que comme ça, tu te donnes pas de limite et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Ensuite, on a le cas d'Edinson Cavani, aussi qui fait parler. La première fois que j'ai commencé à suivre une thérapie, c'était après cette période avec Barcelone. Tu te rappelles de ce comeback incroyable de Barcelone contre Paris quand j'étais à Paris? Cela m'a beaucoup affecté, et vous traversez certaines expériences et certaines choses comme celles que j'ai dû vivre où, en l'espace de 5 minutes, cela a totalement changé ce que je faisais, pas personnellement mais en termes de ce qu'on avait fait. Nous nous débrouillons bien, disons que nous le pouvons, et vous constatez qu'en 5 minutes les choses changent, et vous réalisez vraiment que c'est un coup si dur, que c'est un véritable choc, que c'est un coup si dur que, même si vous voulez le contrôler en pensant que c'est que du football et ainsi de suite, vous réalisez qu'il a touché d'autres domaines de votre personnalité un peu comme ça. Et tu sais, quand tu réalises que tu commences à avoir des symptômes, tu commences à avoir des sueurs froides, ces choses qui commencent à te venir à l'esprit. Je me suis demandé pourquoi je me sens si mal et pourquoi cela m'arrive, et tu commences à t'interroger sur la situation. Tu commences à te sentir coupable de ce qui se passe. J'ai un problème avec ma tête, oui j'ai un problème, j'ai quelque chose, non? Et jusqu'à ce que tu parles à un professionnel et qu'il dise « calme-toi ». Comme ça m'est arrivé avec le médecin à Paris,
allons y part, parce qu'il a toujours été avec nous, spectaculaire. Et il m'a fait asseoir et m'a dit « Ce qui t'arrive, cela arrive à beaucoup de gens dans la vie, chacun dans son domaine. Mais cela nous arrive, dit-il. » Et j'ai réalisé que je n'étais pas un super-héros. Je vous ai pris des exemples de footballeurs pour vous montrer que le mental fait partie du football, mais surtout ce n'est pas une composante à prendre à la légère. Maintenant, on va essayer de savoir comment est-ce que les footballeurs peuvent se préparer mentalement, comment est-ce que les footballeurs peuvent s'entraîner mentalement. L'aspect physique et technique sont très importants pour pouvoir garder un certain niveau d'habileté, de performance. Cependant, c'est l'aspect mental qui va venir appuyer ce qui a été appris précédemment au moment où on a le plus besoin. Il faut savoir que les méthodes que je vais vous donner ont été prouvées scientifiquement que cela a un impact significatif sur la pratique des sports de haut niveau. Anuri Sigeti, psychologue à l'INSEP, qui disait que la préparation mentale, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on ne va pas bien. Elle l'associe souvent à la préparation physique. Vous préparez vos muscles, vous préparez aussi votre mental. Donc, il faut comprendre que c'est un entraînement à part entière. Pour savoir comment s'entraîner mentalement, il y a Anthony Metz, un psychologue, docteur en psychologie, qui disait que chaque être humain possède une psychologie, des émotions, un état d'esprit et des forces et des faiblesses différentes. Donc, la préparation mentale doit être individualisée. D'ailleurs, dans les clubs, la préparation mentale est un aspect très en retard comparé à l'avancée du football, et c'est un aspect que les clubs doivent mettre en avant. Même le staff d'une équipe de football peut mettre cette équipe-là en difficulté. Si par exemple on a des membres du staff qui sont stressés, ils peuvent facilement communiquer cela de manière indirecte à leur équipe. Donc c'est quelque chose aussi à prendre au sérieux. En deuxième lieu, la visualisation et l'imagerie mentale. Être posé déjà dans son coin calme, seul, imaginer dans son esprit, réaliser par exemple des frappes, faire un arrêt pour un gardien ou même tacler pour un défenseur. C'est répéter dans l'esprit un mouvement. Et cela permet, par exemple, lorsqu'on est blessé, de ne pas oublier un mouvement. Et ça, c'est très important et ça a été même prouvé scientifiquement. Le fait de se poser et d'imaginer faire un mouvement, c'est aussi de l'entraînement. Ça, c'était pour la visualisation. Maintenant, l'imagerie mentale, c'est quelque chose qui englobe également la visualisation, mais qui est encore plus fort, puisque là, on rajoute aussi l'ouïe, le goût, l'odorat, peu importe ce que vous voulez, mais ça permet de rendre cela beaucoup plus réaliste. C'est comme si vous imaginez que vous étiez sur un terrain de football et qu'on vous appelait ou qu'on vous disait, par exemple, les phrases qu'on a souvent tendance à entendre sur le bord d'un terrain de football, ça vient, lâche la balle, seul, retourne-toi. Imaginez, vous êtes sur un terrain de football, quand vous êtes assis bien sûr, calme et en train de réfléchir, que vous êtes sur un terrain de football et que vous imaginez ce type d'action-là, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Et ça permet de reproduire un geste, de pouvoir faire croire au cerveau, tromper le cerveau entre guillemets, qu'on est sur le moment de l'action. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous montrer deux images qui représentent un moment où on fait le geste en réalité et le moment où on imagine faire le geste. Vous vous rendez compte que les deux images sont très similaires. À gauche, les zones d'activité lorsqu'on exécute le mouvement et à droite, c'est les zones d'activité lorsqu'on imagine exécuter le mouvement. En troisième lieu, nous avons la méditation qui permet de se relaxer et de gérer les moments de stress parce que le stress est omniprésent chez un être humain. Le but, c'est de transformer le mauvais stress en bon stress, ce qui permet de transformer le stress, l'anxiété du coup, en quelque chose de positif, en une énergie, en une concentration. Lorsqu'on est stressé, on a tendance à perdre tous nos moyens. Et ça arrive souvent à des footballeurs. Vous pouvez trouver des footballeurs qui sont très forts à l'entraînement, mais lorsqu'on a des échéances, des matchs importants, ils perdent tous leurs moyens, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress. Et la méditation peut aider dans ce type de cas-là. On a Phil Jackson, qui a été notamment 11 fois champion en NBA, qui utilisait la méditation et le yoga dans ses entraînements, qu'il incorporait dans ses entraînements. On a aussi Michael Jordan et Kobe Bryant. D'ailleurs, je vais même pas couper ça au montage. C'est marrant. Michael Jordan et Kobe Bryant qui utilisaient la méditation lors de leurs entraînements. Si ces grands champions utilisent la méditation, ce n'est pas pour rien. En quatrième lieu, nous avons le travail sur la confiance en soi. Le maître mot de la confiance en soi, c'est de ne pas se soucier des autres. Être concentré à 100% sur le moment présent, oublier tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui permet d'avoir un certain niveau de performance au moment voulu. Encore pour le travail sur la confiance en soi, il y a Fernando Menegaso qui disait si quelqu'un est moins costaud mentalement, pourquoi ne pas lui donner les bonnes paroles? Cependant, ça reste relatif parce que tu peux donner les bonnes paroles autant que tu peux à un joueur,
mais souvent la confiance en soi, c'est quelque chose qui se détermine tout seul. Il faut que le joueur arrive à l'avoir tout seul. Mais c'est important pour un entraîneur, par exemple, pour un joueur qui n'a pas confiance en lui, de pouvoir lui donner un maximum de confiance. C'est aussi pour ça que de nos jours, les entraîneurs psychologues, les entraîneurs managers sont très très importants. Exemple de Zidane, pour la confiance qu'il donnait à Cristiano Ronaldo et même à Karim Benzema, c'est quelque chose de très 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 important pour des joueurs. Il y a aussi d'autres aspects qu'on peut également parler, mais qu'on ne va pas détailler, comme le fait de se fixer des objectifs pour éviter les burn-out, de se fixer des objectifs à court, moyen et long terme, ce qui permet d'éviter donc des burn-out, voire des dépressions pour certains. Et aussi le fait de développer des routines pré-match. Pour finir la vidéo, on va parler d'une dernière étape qui est très importante, c'est le flow. J'allais dire le fait de rentrer dans le flow. Non, c'est surtout le flow. C'est la zone au basket. Tous les grands champions qui sont dans le top niveau, dans le très très haut niveau, dans l'élite du football ou même dans n'importe quel sport, ont une facilité déconcertante à rentrer dans le flow. Qu'est-ce que le flow? C'est la zone de performance optimale, c'est la zone de performance ultime, c'est le fait de pouvoir se concentrer sur le présent et oublier tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile d'accès parce que c'est pas tout le monde qui arrive à accéder à cette zone-là, et ceux qui arrivent aussi à accéder à cette zone, ce ne sont pas tous des gens qui arrivent à répéter cela. Et bien, pour arriver à cette zone-là, il faut être très 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 fort mentalement, il faut savoir le répéter. Vu qu'on est dans le football, on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo ou même de Lionel Messi. Lors de la dernière Coupe du Monde, il était dans la zone de flow. Cristiano Ronaldo, en Ligue des Champions, il est dans cette zone de flow optimale. Il y a Paulo Coelho qui disait que c'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que les capacités physiques et techniques vous permettent d'arriver à un certain niveau, mais c'est le mental qui vous accompagne pour le reste du chemin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et moi je vous dis à dimanche prochain 11h. Salut!